Je m'appelle Olivier Perrault, donc je suis luthier de formation. J'ai commencé ma formation à l'École nationale de lutherie en France. En fait, le luthier, c'est plusieurs professions. On est une espèce d'amalgame où on touche à tout ce qui est sonore, forcément. On touche à tout ce qui est ébénisterie. On touche à la chimie avec le vernis. On touche à l'expertise, donc le côté historique, etc. Donc il y a plusieurs branches qui se sont définies avec le temps. La notion de bon luthier, c'est une notion que je qualifierais d'un petit peu tronquée, en ce sens que toute personne qui a une capacité de compréhension d'un matériel vibrant va être en mesure, effectivement, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Après, est-ce que son violon va plaire à ce violoniste-là? Probablement non. Mais à celui-ci, oui. L'approche, finalement, qu'on a avec le bois, il est très tactile. Il est un peu audible, c'est-à-dire qu'on va prendre une planche et puis on va la faire sonner. Et puis en fonction de ce qu'on entend, donc ça prend énormément d'exemplaires auditifs pour pouvoir juger, de dire ok, ça c'est un bois qui m'intéresse, ou c'est un bois non qui est trop mou, qui est trop souple, etc. Donc l'érable, finalement, versus le poirier, on va avoir justement une note beaucoup plus aiguë, qui est beaucoup plus réactive, qui va nous permettre de penser ça. Il y a aussi une autre chose qui est très intéressante, c'est que quand on va mettre un coup de canif ou un coup de rabot dans l'érable, on va écouter comment il sonne. Un érable qui a séché pendant 100 ans va avoir une structure de densité et de réactivité totalement différente d'un érable qui va avoir 2 ans ou 3 ans. On travaille avec une matière vivante, noble, qui va nous permettre justement de pouvoir donner naissance à un instrument qui va émettre un son. Pour y arriver, il faut justement s'intéresser déjà à la forêt. Ça, c'est le b.a.-ba de dire, ok, un arbre, ça pousse dans une forêt. Et il faut qu'il pousse dans une forêt. On ne peut pas le faire pousser cet arbre-là dans le plein milieu d'un parc ou d'un pré, ça n'est pas possible. Parce qu'on nous a appris ce rapport-là à la nature, cette espèce de respect du bois. On ne coupe pas un arbre pour couper un arbre pour dire on va faire des violons dedans. Non, on va le chercher. Alors bien souvent, ce n'est pas notre métier, ça va être celui qui est notre fournisseur, donc qui va en forêt, qui va parfois faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver l'arbre qui va justement correspondre à nos prérogatives. Mais c'est juste un arbre. On ne va pas couper 50 arbres dans le même coin. Donc il y a vraiment une approche qui va nous permettre d'aborder cette qualité de bois, aidée de notre fournisseur, et on nous apprend justement à le respecter. Pour s'assurer qu'il y en ait d'autres qui vont pousser autour, pour la pérennité, et puis faire en sorte qu'on soit aussi en mesure de pouvoir l'exploiter au maximum de ses capacités, pour dire, bah, tiens, là-dessus, on va être capable de tailler une table de contrebasse. La table, c'est le dessus ici de l'instrument, où on va être capable de tailler un beau fond, ou dire, oups là, le fond est peut-être un peu, le bois est peut-être un petit peu dense, donc il faudrait peut-être faire plus du violon là-dedans, ou certains types de violons, ou peut-être certains types de violoncelles éventuellement, dépendamment de ce qu'on souhaite. C'est certain qu'on va vouloir un bois qui va être le plus léger possible, la plupart du temps, le plus vibrant possible, et puis qui va justement être capable de pouvoir avoir une réactivité aussi intéressante pour s'assurer qu'on ait une projection. On travaille essentiellement avec 2 essences, tout du moins les essences qui vont vibrer principalement, c'est donc l'épicéa, l'épinette blanche, et l'érable sycomore. Donc forcément, ces deux essences-là ne vont pas pousser côte à côte, on le sait. Donc ça prend des milieux très très différents les uns des autres. Par exemple, l'épicéa, c'est un arbre qu'on va aller chercher dans des endroits qui sont relativement bien irrigués. Ils vont subir le gel, la neige, l'hiver, pour justement ralentir la croissance de l'arbre, pour nous assurer d'une part la régularité des pores de pousse, mais en plus de ça, la nervosité, l'élasticité, la porosité, etc. C'est souvent des arbres qui vont être, de ma compréhension dans les épicéas, qui vont être en milieu de forêt. Ceux qui sont en lisière vont être souvent tourmentés par le vent, donc la croissance va être très tumultueuse, donc on ne sera pas capable de pouvoir fendre notre bois de manière à ce qu'il soit droit, ou parfois qu'il va être très réactif. On va faire attention à ce qu'éventuellement ce ne soit pas des terrains qui soient extrêmement pentus, parce que donc nécessairement s'il est pentu, il a dû se battre pour d'une part récupérer l'eau, contre le vent, contre les intempéries. La première chose qui est vraiment importante, c'est la qualité de notre bois. Donc d'où il provient et comment il a pu grandir et dans quelles circonstances. La ressource qu'ils exploitent n'est pas vouée à une seule utilisation, mais à une multiple utilisation. Et parce qu'on prendra soin justement de ces terrains-là, qu'on sera capable de pouvoir justement d'offrir une multitude de possibilités dans nos bois,
de pouvoir valoriser aussi, parce que le bois de lutherie, on s'entend, c'est pas un bois qui est donné. Que si demain on se rend compte que le bois au Québec a une valeur beaucoup plus intéressante que faire du 2x4 pour les constructions, et qu'on est capable de faire du 2x4 et aussi de l'épinette pour les tables d'instruments ou pour les tables de piano, par exemple, les pianos Bolduc, etc. On a une valeur ajoutée. Donc il faut préserver ce milieu-là, faire des coupes qui sont intelligentes, préserver la biodynamie, préserver la biodiversité, et je pense que là, on a des choses qui sont extrêmement gagnantes. Pour découvrir d'autres facettes insoupçonnées du bois, rendez-vous sur notre site Internet.